Bonjour mes amis, comment allez-vous? Si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis énervé. Alors pourquoi je suis énervé? C'est parce que hier soir, Analgénocide a fait un live est intervenu chez Cro-Blanc et j'aime pas du tout Analgénocide. Donc ce matin, j'ai voulu poster un commentaire bien incendiaire sous le live de Cro-Blanc et malheureusement les bots YouTube ont identifié des mots ou des tournures de phrases qui ne conviennent pas qui ne conviennent pas aux règles de la communauté YouTube. Et donc ce message, j'ai beau le tourner dans tous les sens, ça ne passe pas, je vous le mets à l'écran et je vais vous le lire. Alors je recontextualise un peu pourquoi je déteste Analgénocide. Enfin je le déteste, non, je le trouve grotesque, je le trouve grotesque et pathétique et peut-être dangereux. Alors, début 2017, si vous vous souvenez, Laetitia du corps de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit avait interviewé Jean-Claude Juncker. Elle lui avait posé des questions un peu délicates que les autorités youtubeuses ne souhaitaient pas qu'on lui posasse. Et donc, ça avait fait un petit shitstorm, peut-être une petite tempête de caca. Et bizarrement, les zététiciens dont j'avais jamais entendu parler jusqu'alors, enfin si la zététique j'avais déjà entendu parler, mais les zététiciens 2.0, les youtubeurs, non, je les connaissais pas. Et ils sont tous sortis du bois pour dire oh là là, Laetitia c'est pas bien ce qu'elle a fait, oh là là c'est vraiment pas bien, hein, c'est pas sympa. Je me disais mais c'est qui, mais là je me suis dit mais c'est qui sont tous ces gens, qui sont tous ces larbins. Et en regardant leurs vidéos et leurs interventions sur les réseaux sociaux, bah oui, le fait est leur larbinage s'est confirmé, puisqu'ils défendaient systématiquement les produits et méthodes des cartels agrochimiques et pharmaceutiques, tout en attaquant non moins systématiquement produits et méthodes ne rapportant rien à ces cartels. Vous connaissez l'histoire. Et donc ensuite il y a eu les débats sur le glyphosate. Alors déjà, là je me confrontais déjà aux zététiciens. Et il y a Anal Génocide qui avait fait une ou deux vidéos sur le glyphosate. Et donc j'avais été bataillé un peu avec lui en commentaire et j'étais très surpris parce que je me rendais compte que ce garçon savait s'exprimer à l'écrit, à l'oral aussi, sans faute d'orthographe, qu'il avait un petit peu de culture mais qu'en fait il était con comme un balai et qu'il n'avait pas du tout réfléchi à la question des intrants phytosanitaires, de l'industrie qui était derrière, de quelle industrie était en concurrence, ou quelle méthode était en concurrence, que disent les données des sciences, voilà, bon, bref, tout un ensemble de faits très surprenant venant de la part de quelqu'un qui se prétend pas, non pas érudit, mais un peu capable de réfléchir sur les choses. Et donc hier soir, bah, comment dire, le golem EM golem 2ME, donc du verbe golémer. Donc le golem a golémé et a dit ah bah oui moi mes vaccins pas de problème, de toute façon ah oui mais enfin bref. Et du coup, en fait, il est exactement sur la même ligne. Et plutôt que de bégayer et renifler dans le. Enfin, ça, je vais renifler, mais je vais vous lire le commentaire. Donc, que les bots YouTube ont supprimé. Ah, les bots YouTube ont supprimé un commentaire de Victor Nickel. Les bots YouTube. Ah, les bots YouTube. Putain de bots YouTube de merde. Bref, mais non, allez, c'est bien l'IA. Il faut continuer. Un 2 3. Écoutons, laissons la parole à Victor Nickel, qui va nous parler de analgénocide Antoine Goya, la psychopathologie de analgénocide. Ce gars pourrait être résumé par l'histoire du golem qui rêvait d'être original. En 2017, il découvre la zététique grâce aux astroturfeurs pseudosceptiques sur YouTube et approuve, relaie leurs discours propagandistes concernant le glyphosate et les pesticides. En 2021, il est toujours sur les lignes des cartels industriels finançant la zététique 2.0. Cette ingénierie sociale a commencé à s'infiltrer un peu partout courant 2010 en réponse à la montée des malpensés prospérant depuis le 11 septembre 2001 et aux critiques grandissantes envers les produits et méthodes des industries agrochimiques et pharmaceutiques. Ces critiques ne datent pas d'hier, remontent à des décennies, mais se sont faites de plus en plus présentes. Le consensus décentralisé des populations devenait, deux points, les gouvernements se foutent de notre gueule, peut-être organisent-ils les attentats eux-mêmes pour justifier de leur impérialisme et créer des guerres civiles. Les Monsanto Bayer nous empoisonnent et détruisent l'environnement, d'autres méthodes sont possibles. La position contrarienne est donc peu à peu devenue non pas d'être réfractaire face aux autorités et au pouvoir privé, mais d'aller dans le sens de leur discours, puisque les foules devenaient contestataires. Vous pouvez constater que l'ingénierie sociale de la zététique 2.0 séduit surtout des ados sarcastiques et des geeks déprimés sous cacheton, personnalités souffrant d'un manque d'identité, souvent en frottement avec autrui. Les ados sont un peu cons, souvent, les geeks à neuroleptiques, ils le sont toujours.
Leur personnalité repose en grande partie, sinon totalement, sur une logique d'attitude contrarienne. Pour les uns, c'est une phase passagère afin de se construire. Pour les autres, une méthode visant à sauvegarder une solidité structurelle dans l'édifice de leur médiocrité. Poupée Funko Pop, Alexandre Astier, Naël Buck. Alexandre Goya n'est pas un ado, peut-être est-il un ado attardé, mais rares sommes qui ne le sommes pas. Il n'est pas non plus un geek à Fedora, mais sa passion pour le contrarianisme le conduit à des faillites intellectuelles, comme celle de croire et approuver les discours propagandistes d'ingénieurs sociaux, mentant délibérément et travestissant les faits et les données des sciences qu'ils prétendent vulgariser. Sous ces airs de Nietzschéeux ironiques se cache un authentique capot. Dans un régime dictatorial, le consensus de la population est que le régime est dictatorial. Un type comme lui, ne pouvant affirmer son être que dans la contradiction, polémiquant sur des sujets auxquels il ne connaît rien, exemple santé-agriculture, et les traitant par contrarianisme, finirait dans un régime dictatorial à être le pire des capots rigolards, juste pour emmerder les foules se plaignant. Voilà, donc ça c'était le commentaire. Alors, il y a une tentative une hypothèse concernant les gens qui se revendiquent de gauche, d'extrême gauche, et qui se revendiquent aussi de lutte sociale un peu à grande échelle, voilà, qui ont des comment dire, des affinités avec certaines doctrines socialistes. C'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les gens n'avaient plus du tout envie du nazisme en fait, et du fascisme italien. Et alors le nazisme, si vous avez un peu étudié la question, c'est une doctrine quasiment métaphysique. Il y a énormément d'ésotérisme et d'occultisme dans le nazisme, c'est pas une nouveauté. Donc après la Seconde Guerre mondiale, en fait, euh, vu qu'il restait encore beaucoup d'anticléricaux, enfin je veux dire des anticléricaux de l'époque, quoi, des anticléricaux du XXe siècle, du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, ceux qui avaient encore un peu qui risquaient encore un peu des ennuis en s'opposant à l'Église. En fait, tout le mouvement anticléricaliste a été un peu récupéré par. Enfin, ça, c'est mon hypothèse, c'est qu'en fait, tous les mouvements anticléricalistes d'éducation populaire, donc qui voulaient qui voulaient définitivement tourner la page des fascismes et des régimes dictatoriaux à prétention métaphysique et à doctrine ésotérique. Donc pour s'éloigner de ça, il fallait aussi en même temps s'éloigner de tout ce qui a rapport avec justement avec l'ésotérisme, la métaphysique, la religion. Et pour des raisons épistémologiques, il y a tout un tas de méthodes en agriculture et en médecine qui ne sont pas explicables pour l'instant avec nos connaissances scientifiques et qui donc sont classées dans le domaine des pratiques ésotériques. Donc c'était assez simple en fait pour l'ingénierie sociale des cartels industriels qui vivent qui font principalement de l'argent sur le business des brevets sur molécules de synthèse. Donc sur une approche 100% biochimique, c'était totalement logique pour eux en fait de chercher à infiltrer ou à détourner, on va dire, tout ce qui était éducation populaire et anticléricalisme pour les transformer en outils de lutte contre en fait les méthodes médicales et agronomiques ne pouvant permettre le brevetage de molécules de synthèse. Et c'est pour ça que l'AFIS, donc l'Association française pour l'information scientifique, était à l'origine en fait composée de gens qui étaient des anticléricaux et qui étaient dans l'éducation populaire. Donc c'est-à-dire qu'à la base, c'est vraiment un mouvement qui cherche à émanciper les citoyens et à faire en sorte de leur donner des outils intellectuels pour ne pas tomber sous l'influence de propagande fasciste et dictatoriale à visée ésotériste. Et c'est devenu en fait un outil de contrôle pour les Monsanto Bayer. Donc ça peut expliquer pourquoi certaines personnes comme Antoine Goya, qui a visiblement des sensibilités de gauche, voire d'extrême gauche, sont devenus victimes de ce genre de manipulation. Ça, c'était un point assez intéressant dont je ne parle pas souvent. Quel est l'autre Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oui, il est fan de ciné, mais moi j'ai souvent remarqué que j'ai souvent remarqué que les fans de ciné sont vraiment des sales gens, quoi. Cons comme des balais.
qui adore se payer de mots, qui adore faire des tartines et des tartines sur des films qui veulent pas dire grand chose, sur des films ne voulant pas dire grand chose. Moins le film veut dire quelque chose, moins l'œuvre en général veut dire quelque chose, plus on peut faire de blabla dessus. L'art contemporain, c'est un excellent exemple. Une œuvre qui n'existe peut-être même pas, ou juste un trait sur un tableau, on peut faire une exégèse de 50 pages dessus, et d'ailleurs c'est ce qui est demandé. Et donc en art contemporain, comme en critique, enfin en critique d'art, que ça soit de l'art contemporain ou du cinéma, eh bien, en fait, le but c'est pas de présenter des œuvres, c'est de présenter des critiques et de faire du blabla, quoi, de produire une masse verbale pour donner l'impression d'être intelligent. Et on peut aussi se demander si le cinéma est un art ou si c'est au confluent de plusieurs arts et pourquoi les films en général c'est de la merde. Bah parce que tout simplement, le réalisateur, s'il ne maîtrise pas toutes les facettes du cinéma, c'est-à-dire le rythme, la mise en scène, le storyboard, photographie, quoi d'autre, le jeu des acteurs évidemment, je sais pas quoi donc, la profondeur de champ, enfin bref, j'y connais rien, mais il y a tellement de trucs à maîtriser parce qu'il y a, enfin, il y a l'aspect visuel qui est mouvant, il y a l'aspect sonore qui est mouvant aussi. Vu que tout est mouvement, il y a l'aspect temporel. C'est pas comme, c'est pas comme en littérature ou, enfin, j'allais dire en musique. Qu'est-ce que je suis con, en musique évidemment qu'il y a un aspect temporel. Mais c'est pas comme en littérature ou en peinture ou en sculpture où en fait, bah voilà, il y a pas cet aspect-là à maîtriser. Donc en fait, il y a tellement de choses à maîtriser dans le cinéma qu'à part de très rares génies comme Sergio Leone, Stanley Kubrick et puis sans doute beaucoup de réalisateurs obscurs que je ne connais pas parce que c'est pas du tout une discipline qui m'intéresse. Donc à part de très rares exceptions comme ça, c'est totalement chiant et c'est une perte de temps ou alors c'est un divertissement. Et dans ce cas-là, il faut le regarder en mangeant des pizzas et puis passer les scènes de dialogue et mettre que les scènes d'explosion ou les scènes de combat. Moi, c'est ce que j'aime faire avec les films. Et donc, donc voilà, alors voilà. Donc les fans, et j'ai souvent remarqué que les fans de cinéma étaient en fait des, des personnes prétentieuses et pas très intelligentes, mais qui croyaient l'être. Alors Antoine Goya dit qu'il est pas intelligent, mais bon, je pense que c'est une espèce de fausse modestie pour qu'on lui dise, mais si en fait t'es intelligent, mon gars. Bref, et donc j'ai un grand mépris pour les critiques d'art surtout et les critiques de cinéma en particulier. Donc, et ce qui peut expliquer pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi ça m'a énervé que le commentaire ne passe pas. Je crois que c'est tout, et puis sinon, bah, alors le plus grave dans tout ça, bon, c'est peut-être le futur qui nous le dira si Antoine Goya ou les gens lui ressemblants deviennent des capots après-demain, pour peu que la situation s'empire. Mais pour l'instant, ce que je peux constater, ce que d'autres peuvent constater aussi, je pense, c'est que donc ce gars relaie un discours totalement calqué sur celui de la zététique 2.0, donc un discours qui vise à hypothéquer, qui tente à hypothéquer le bien commun et la santé publique, ainsi que les progrès des sciences, au profit de cartels industriels criminels et de leurs actionnaires privés. Du coup, c'est pas terrible. Et alors le problème, c'est que constamment, cette ingénierie sociale ment sur les faits et travestit les données des sciences. Donc quelqu'un qui se prétend sceptique devrait normalement aller vérifier les données des sciences. Bon, quand on est un ado contrarien ou un geek dépressif sous cacheton, j'entends fort bien qu'on a autre chose à faire, comme par exemple construire son identité. Mais dans le cas d'un génocide, il n'a pas d'identité à construire. Voilà, il sait à peu près comment il est, comment il fonctionne, voilà, et est-ce qu'il a des grosses failles narcissiques, je pense il a des failles narcissiques comme tout le monde, mais est-ce qu'il en a des grosses, je suis pas certain. Euh, donc c'est assez inacceptable en fait son positionnement, parce que ça touche à des questions qui ont rapport avec le bien, enfin, qui impactent directement le bien commun et la santé publique et les progrès des sciences. Et donc, puisqu'il est nietzschéen, et donc voilà, alors voilà, donc voilà, et puisqu'il est nietzschéen, mon pauvre Antoine, tu dois connaître les trois stades. Je crois que c'est par les Zarathustra où il en parle. Donc le stade de l'enfant, le stade non, le stade de, je commence par la fin. Le stade du chameau, le stade du lion et le stade de l'enfant. Donc toi, visiblement, t'essayes de jouer au lion, mais t'as même pas encore été un chameau, c'est-à-dire que tu n'as pas consulté les faits et les faits
soient scientifiques ou non, et les données des sciences concernant des sujets sur lesquels tu t'exprimes, sujets qui ont rapport, enfin qui impactent le bien commun, la santé publique et les progrès des sciences. C'est un peu dommage, et c'est, enfin bon, mais bon, ça c'est pas très grave, parce que peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, tu seras un capot, quoi, et t'enverras des gens vers des chambres d'autolyse, en rigolant, parce que voilà, c'est contrarien. Mais donc, si tu n'as pas envie d'avoir enfin, de risquer ce destin, bah, je te conseille de débuter par le stade du chameau, c'est-à-dire de t'intéresser aux données des sciences, et enfin voilà, de chercher un peu à éprouver la solidité de tes croyances en dehors du cadre coercitif, intellectuellement coercitif de la zététique 2.0. Donc une fois que tu auras été chameau, bah là tu pourras devenir lion. Alors je pense que, enfin, j'imagine que dans ce cas-là, c'est que tu deviendrais antizététicien, donc tu deviendrais un disciple de Victor Nickel. Et puis peut-être à force, un jour, voilà, tu reconnecterais avec ton enfant intérieur et tu deviendrais un enfant. Je vous remercie. Désolé pour la confusion. Je fais la vidéo d'une traite parce que j'ai des problèmes de driver audio, donc je peux pas m'amuser à faire des coupages tout le temps. J'espère que vous ne m'en tiendrez point rigueur. Je vous remercie pour votre écoute et le temps que vous avez consacré à celle-ci et vous souhaite une excellente journée.